Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, nous entamons le troisième chapitre, les diodes laser qui sont des émetteurs de lumière. Je rappelle que nous sommes en train d'étudier, nous avons étudié dans le chapitre précédent les LED qui émettent la lumière. Maintenant, un autre type de diode laser, qui eux aussi émettent de la lumière. Et donc c'est des émetteurs de lumière. Avant d'entamer l'étude de la diode laser, il est important de parler d'un phénomène qui s'appelle le phénomène de l'émission stimulée. Bon, comme déjà là, deux autres phénomènes optiques. L'oul, c'est l'absorption fondamentale. C'est quoi l'absorption fondamentale? C'est lorsqu'un électron veut monter de la bande de valence à la bande de conduction. Il a besoin d'absorber une énergie qui est égale à la différence entre ces deux bandes. Donc il est obligé d'absorber un photon, d'accord? Dans le cas d'un gap direct, d'un photon d'énergie h mu, qui est la différence entre E2 et E1. E2, la bande de conduction, E1, la bande de valence. C'est l'absorption fondamentale. On a parlé aussi de l'émission spontanée. Lorsqu'un électron monte dans la bande de conduction et qu'il se trouve dans la bande de conduction, il est dans un état excité. Il n'est pas dans son état fondamental. Si on veut pas utiliser le langage de tous les jours, il n'est pas dans son état normal. Son état normal, c'est la bande de valence. C'est lorsqu'il est dans la bande de valence. Donc, il ne reste pas longtemps dans la bande de conduction. Il va essayer de revenir à la bande de valence. Et pour revenir, il doit perdre de l'énergie sous forme généralement de photons. Donc, on parle ici d'émission spontanée parce que il perd automatiquement, il perd naturellement cette énergie pour descendre. Il perd de lui-même cette énergie. Il n'y a pas un agent extérieur qui l'oblige à perdre cette énergie. D'accord? Maintenant, il y a l'émission stimulée. L'émission stimulée, ce phénomène a été imaginé par Einstein pour pouvoir expliquer certains résultats qu'ils avaient obtenus à l'époque. Il s'avère que ce phénomène fait ses preuves. Donc, ce phénomène est crédible. Plutôt la découverte est crédible. L'émission stimulée, c'est quoi? Donc, dans la figure qui est devant nous, qui a été prise de la source Wikipédia en bas, mais qui est mal commentée, d'accord? Mal commentée, je vais donc réexpliquer. Donc, je pars de gauche à droite. Nous avons donc, comme vous voyez, un photon d'énergie h mu en marron qui vient de gauche à droite. Et nous avons un électron qui est dessiné en vert, qui est dans la bande de conduction E2. Ce photon va entrer en collision avec l'électron qui était dans la bande de conduction. Je suis dans l'image du milieu. Donc, et lorsqu'il va heurter cet électron va émettre un photon jumeau, un photon de même énergie et en phase avec le photon précédent. Donc nous allons obtenir deux photons qui sont en phase. On parle de photons cohérents, d'accord? Ou bien même on peut parler de photons jumeaux qui sont identiques, d'accord? Et l'électron qui était dans la bande de conduction descend à la bande de valence. Après avoir perdu ce photon, qui a la particularité, le photon, il est identique au photon, il est en collision avec l'électron. D'accord? Donc nous avons une amplification de la lumière. Due grâce au phénomène de l'émission stimulée. Donc, après avoir parlé de l'émission stimulée, on comprend et on admet la phrase qui est en bleu, que les lasers produisent un rayonnement monochromatique, cohérent, directionnel et de haute intensité. Monochromatique parce que
les photons les khorjou gagnent la même fréquence, donc la même longueur d'onde, cohérent parce que ils sont en phase, directionnel, on va obtenir un faisceau qui va dans une seule direction. D'accord? Et plus il s'éloigne, plus on obtient une ouverture. Ça, quand même, on peut considérer comme une bonne approximation le fait de dire qu'il est directionnel et de haute intensité. Parce que l'émission stimulée, le laser plutôt, qu'est-ce qu'on fait? Avec le phénomène de l'émission stimulée, des miroirs. Les photons رايحين جايين ويضربوا في les électrons اللي يكونوا الفوق. Alors ils multiplient le nombre de photons jumeaux jusqu'à ce que l'intensité elle devient assez grande pour pouvoir sortir du laser et être émis à l'extérieur. Donc je passe maintenant à la phrase en vert. Donc les lasers remplissent trois fonctions: l'émission, l'excitation et l'amplification. Donc vous avez compris à partir de ce qu'on a dit ce que ça veut dire. Donc la première structure qui a été inventée, c'était l'homojonction, faite de trois parties. Les trois parties Hadou sont fabriquées à partir du même matériau. La première dopée P, la deuxième dopée, elle est neutre, elle n'est pas dopée, la troisième dopée N. Dans la figure de gauche en haut, nous montrons cette structure. Donc, nous avons les trois couches dont on a parlé. La première couche type P, la deuxième couche c'est une cavité neutre. Ensuite la troisième couche, elle est dopée type N. La cavité hédique, il y a la zone active. Il faut injecter un courant très fort. Vous voyez, je le montre qui vient de haut et qui passe vers le bas. Le courant doit être très fort, sinon on n'a pas cet effet laser. Le courant être très fort va permettre à l'émission stimulée de se passer la cavité. Dans la cavité, il va y avoir le phénomène de l'émission stimulée. Ensuite, les photons vont sortir de cette cavité vers l'extérieur. J'ai montré les flèches de sortie, d'accord? Les flèches de sortie qui montrent les photons qui sortent. Et ces photons sortent avec la même fréquence et de façon très directive. D'accord? Donc, ce que j'ai expliqué, il est écrit dans la dernière phrase et il est aussi expliqué dans le schéma directement. Il y a aussi autre chose qu'on doit dire, c'est que la face clivée, donc la face, le côté où les photons. En vérité, on va mettre une matière qui est réfléchissante, qui joue le rôle de miroir. Pourquoi? Pour obliger les photons à rester à l'intérieur de la cavité. Ils ne sortent de la cavité qu'après avoir atteint un nombre important de photons. C'est-à-dire les photons ils commencent à partir et revenir, ils ne peuvent pas sortir de la cavité, ils ne peuvent pas traverser la couche miroir, qu'après avoir atteint une certaine intensité, pour avoir un faisceau laser de bonne intensité. Donc, c'est important ça. La zone active équivaut, c'est l'équivalent d'une cavité de Fabry-Perot. C'est quoi la cavité de Fabry-Perot? Donc c'est quelque chose qui vient de l'optique, l'optique physique. Donc la cavité de Fabry-Perot, donc c'est un guide d'onde, c'est quelque chose qui guide les ondes, qui les oblige à suivre un certain chemin, si vous voulez. On va utiliser un langage courant de tous les jours. Avec deux faces perpendiculaires au plan de la jonction qui jouent le rôle de miroir. C'est ce que j'étais en train d'expliquer dans le diapositive précédent. Les deux miroirs, comment on les fabrique? On met de la matière, on ferme en quelque sorte, toujours langage courant, on ferme la zone active avec de la matière qui a un coefficient de réflexion. Pourquoi? Pour obliger le photon à être réfléchi à l'intérieur. Le photon, il commence à faire des allers-retours entre les deux miroirs, et lorsque le nombre de photons augmente, devient très grand, donc l'intensité du rayon laser devient très grande, il va sortir.
Mais il faut faire attention, on ne veut pas obtenir un rayon qui sort des deux côtés. Hein? Un rayon qui sort des deux côtés. Un rayon qui sort d'un seul côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le coefficient de réflexion, le miroir, on va faire de telle sorte qu'ils ne soient pas égaux. L'un des miroirs, il a un coefficient de réflexion plus petit que l'autre. Ce qui fait que le rayon laser va sortir par là, par le côté du miroir le moins réfléchissant. Voilà pour ce qui est de l'explication de la cavité de Fabry-Perot. Je passe maintenant à la phrase en bleu. La phrase en bleu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la longueur de cette cavité doit satisfaire à la condition L est égal n lambda sur 2. L, c'est la longueur de la cavité. Lambda, c'est la longueur d'onde des photons. N, c'est un nombre entier. D'où vient cette formule? On peut la démontrer, mais moi, je ne vais pas la démontrer. Je vais vous montrer l'idée, d'où elle vient. Hein? L'année dernière, en classe préparatoire, deuxième année, ou bien en université, dans le module de vibration et onde, vous avez vu, par exemple, la corde, la vibration de la corde, avec les états résonants de la corde. Quand vous avez un seul faisceau, hein, quand vous avez deux faisceaux, quand vous avez trois faisceaux, ça c'est les états résonants. On n'obtient pas ces états résonants pour n'importe quelle longueur d'onde, pour n'importe quelle fréquence. D'accord? Il y a certaines fréquences qui donnent ces états résonants. Et vous avez une relation entre la longueur d'onde, le nombre de faisceaux, et la longueur de la corde. Donc je vous demande de réviser cet exemple. Il vous servira de lumière pour, hein, il vous servira il vous éclaircira les idées en quelque sorte. On peut faire la démonstration, mais vous m'excusez, je ne vais pas la faire. Donc je passe à la phrase qui est en vert. On a écrit quelque chose qu'on a déjà expliqué. Cette condition sur L, elle permet d'avoir plusieurs réflexions. Pourquoi plusieurs réflexions? Pour amplifier l'amplitude du signal. Bon, c'est clair, on a déjà expliqué ça. Donc la formule précédente, L est égal à n lambda sur 2, avec n entier, naturel. On peut remplacer lambda par lambda 0 sur n1. Bon, j'ai mis n1 pour je me traltouche bien n1 ou n. D'accord? N1, c'est l'indice de réfraction de la zone active. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Donc c'est une relation entre la longueur d'onde dans la zone active et la longueur d'onde dans le vide. Lambda est égal à lambda 0 sur n1. C'est tout, on n'a fait que remplacer.